Donc mathématiquement, ce produit de convolution sert à lisser des fonctions. Par contre, on ne peut pas prendre le produit de convolution de n'importe quelle paire de fonctions. Par exemple, si on prend des fonctions qui sont constantes égales à 1 partout, donc le produit de convolution, cette intégrale n'existe pas. Donc ça serait l'intégrale de moins infini à plus infini de 1. Et ça, comme ça donnerait infini. Donc l'intégrale n'existe pas. Par contre, si on a x et y en L1, donc absolument intégrable, alors le produit de convolution de x et y existe bien et est aussi dans L1. Donc là, on va peut-être... Oups, pardon. Faut que je... Sef, j'ai quoi là? Excusez-moi. C'était ma femme avec le chien qui a sonné. Et donc, qu'est-ce qu'on voulait montrer? Si on a un produit de convolution de deux fonctions L1, alors le produit de convolution est lui-même dans L1. Donc la preuve, on va calculer la norme L1 du produit de convolution. Qui est donc l'intégrale sur R de la valeur absolue du produit de convolution XY. C'est la preuve de... Pardon? Pardon, il y a un problème? Non, je crois que c'est juste un bug, c'est bon. C'est bon? Le TS. Voilà, on majorise. Donc là maintenant on peut faire un changement de variable. On peut prendre
U égale à T moins S. Donc, sur le T, c'est l'intégration par rapport à T. Ça ne change pas. Et donc là, on a juste un produit de deux intégrales parce que dans l'intégrale par rapport à U, S, X, valeur absolue de X de S, c'est juste une constante qu'on peut sortir. Et donc la norme L1 du produit de convolution finalement est majorée par le produit des normes L1 des facteurs. Bon, je reviens au diapo. Donc ça, c'était ça. Donc si X et Y sont bien dans L1, alors le produit de convolution l'est aussi. Et là, l'exemple dont j'ai déjà parlé. Donc là, on a un créneau. Ça serait notre X. Notre Y, c'est une sorte de gaussienne. Et si on fait quand on fait le produit de convolution, on obtient donc un créneau avec des coins lissés. Donc ça, cet exemple, on va le faire normalement en TP. Dans le cadre, on va faire un petit TP sur la transformée de Fourier rapide, et cette transformée de Fourier rapide permet de calculer des produits de convolution aussi, entre autres. Et donc numériquement, on peut faire ça avec la transformée de Fourier rapide. Et si on prend donc pour y comme y une gaussienne, un peu, je crois qu'il manque un facteur de normalisation ici, parce que ça c'est, quoique, peut-être même pas. Et donc ça donne un créneau lissé. Donc là, encore deux propriétés du produit de convolution qu'il faut connaître. Donc le produit de convolution, il est commutatif pour des signaux dans L1. Donc x convolué avec y est bien égal à y convolué avec x.
Et pour la transformée de Fourier, on a, si x et y sont bien dans L1, alors la transformée de Fourier du produit de convolution est égale au produit simple des transformées. Donc ici, sur la droite, on a bien un produit simple. Un produit simple de deux fonctions. Donc ici, ce n'est pas un produit de convolution, c'est juste. C'est un produit normal. Bah, je sais pas. J'hésite de faire les démonstrations là. Peut-être on va sauter les démonstrations parce que c'est un peu. Bon, c'est pas compliqué, mais bon. C'est toujours le même changement de variable, donc il faut s'écrire les expressions. Après, on fait un changement de variable u égale t moins s pour traiter le y de t moins s, et après ça sort tout de suite dans les deux cas. Bon, on va peut-être plutôt parler tout de suite de l'application au système. Donc là, plus particulièrement les systèmes linéaires et invariants en temps qu'on a introduits au début. Ces systèmes-là, on peut les caractériser par une fonction h qui s'appelle la réponse impulsionnelle. Et donc pour des systèmes comme ça, la sortie y associée à l'entrée x est un produit de convolution de x avec cette fonction réponse impulsionnelle. Et donc pourquoi on peut caractériser les systèmes linéaires et invariants comme ça, c'est un peu plus compliqué à montrer. On verra. Le résultat est facile pour des systèmes à temps discret. Là, on va écrire la démonstration. Mais pour les systèmes en temps continu, comme ça, il faut faudrait maîtriser le delta de Dirac, parce qu'on a besoin du delta de Dirac pour cette démonstration, et à ce stade du cours, on ne le maîtrise pas. Vous l'avez certainement déjà vu. Je crois que dans le cours sur les signaux, il utilise tout de suite le delta de Dirac, mais si on veut faire ça correctement en maths, ça demande un peu plus de travail. Donc c'est pour ça. Je fais pas la démonstration en temps continu dans cette partie du cours. On verra la démonstration analogue pour les systèmes à temps discret. Donc pour l'instant, il faut accepter qu'on peut caractériser les systèmes linéaires et invariants en temps par une fonction réponse impulsionnelle. Et donc une fois qu'on a ça, on peut caractériser un peu ces systèmes avec cette réponse impulsionnelle. Par exemple, on peut dire quelque chose sur une forme de stabilité du système qui s'appelle la stabilité BIBO. Ça vient de l'anglais Bounded Input, Bounded Output. Donc cette stabilité dit ou demande que la sortie à une entrée bornée est aussi bornée.
Donc c'est-à-dire quand j'ai un signal x qui est inférieur ou égal à une constante m, pour tout t, la sortie associée à x est aussi, y est aussi un signal borné. Et donc, si on connaît la réponse impulsionnelle du système, on peut dire que si cette réponse impulsionnelle est en élan, alors le système il est stable Bibo. Ça, on peut l'écrire peut-être. Alors, on sait que y est h convolué avec x. Et x est un signal borné. Et là, on va s'intéresser à la valeur absolue de y de t. Y est un produit de convolution. Ça peut se majorer comme ça. Maintenant, le x, il est borné par une constante m. Alors le tout sera borné par m. Le y de t en valeur absolue sera donc borné par m fois la norme élan de h. Bon voilà, donc si h est en élan, on a bien cette stabilité Bibo. Une entrée bornée implique une sortie bornée. Bon, voilà. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire avec la réponse impulsionnelle. Ah. Ça, c'est un exemple. Oui, où on voit que contrairement si le H n'est pas élan, donc c'est pas vrai. Donc si on prend H égale échelon unité,
qui est définie comme ça, c'est la fonction qui est égale à 1 pour t positif et 0 pour t négatif. Et si on prend une entrée échelon unité aussi, alors on peut faire le calcul. Alors la sortie associée, c'est un signal ramp qui n'est pas borné. Ça c'est un exemple que si H n'est pas L1, alors on n'a pas forcément cette stabilité Bibo. Et donc là, le premier échelon unité, il s'annule pour S négatif. L'intégration est par rapport à S, donc on peut commencer l'intégrale en 0 au lieu de moins infini. Le deuxième échelon unité, il s'annule quand S est plus grand que T. Donc on peut arrêter l'intégration en T. Et entre 0 et T, le produit des deux est égal à 1. Donc ça donne T, et le signal Y de T égale T n'est pas borné. Et donc on voit que dans cet exemple, si H, la réponse impulsionnelle H n'est pas L1, la stabilité Bibo n'est pas forcément vérifiée. Et une autre notion qui est liée à cette fonction réponse impulsionnelle, c'est la réponse fréquentielle. Donc là, on se demande ce qui se passe quand on injecte un sinusoïde, comme ici par exemple dans la forme complexe, dans le système. Alors quelle est la sortie associée? Donc, quand le système est caractérisé par une réponse impulsionnelle, la sortie est le produit de convolution H convolué avec X. Et donc là, c'est cette intégrale. Et donc le X, c'est l'exponentielle. Comme ici. Et donc, là, on a cette intégrale là. Et ensuite, on peut sortir un facteur exponentiel de pi ft.
Et ce qui reste sous l'intégrale est un exponentiel de moins i 2 pi fs intégré avec le h de s. Et ça c'est... Donc on reconnaît maintenant la définition de la transformée de Fourier. Donc ça c'est la transformée de Fourier de h en f. Donc la sortie associée à cet exponentiel complexe, c'est la même exponentielle complexe, mais multipliée par un facteur h chapeau de f. Donc un sinusoïde est transformé en sinusoïde, mais multiplié avec un facteur qui dépend de la fréquence et de la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle. De h chapeau de f. Donc cette transformée h chapeau de f, on l'appelle aussi le gain complexe. Parce qu'en général, ça va être un complexe. Et donc quand la h est réelle, on a déjà vu que h chapeau de moins f est égal à h chapeau de f conjugué. Ça c'était dans les propriétés. Et donc si on prend la valeur absolue, en valeur absolue, h chapeau de moins f est donc égal à h chapeau de f. Et donc la valeur absolue de h chapeau de f, ça s'appelle aussi le spectre d'amplitude. Et si la réponse impulsionnelle est réelle, ce spectre est symétrique. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Oui? Sinon, on va passer à la dernière partie. C'est la transformée de Fourier inverse. Et donc le principe de la transformée de Fourier, c'était bien une décomposition d'un signal avec des sinusoïdes. Et la transformée de Fourier du signal nous donne l'importance de chaque fréquence, en quelque sorte pour les sinusoïdes dans la décomposition. Et donc la transformée de Fourier inverse, c'est la reconstruction donc du signal original X à l'aide de cette transformée de Fourier. Donc là, il y a essentiellement deux cas de figure qui nous intéressent. Donc le premier cas, c'est le plus sympa. Donc là, on a un signal X qui est L1 avec une transformée X chapeau qui est également L1. Alors là, la transformée de Fourier inverse est définie avec cette intégrale-là. C'est la même intégrale qu'on avait déjà trouvée intuitivement à l'aide des séries de Fourier dans la motivation au début. Donc là, la reconstruction se fait presque avec la même intégrale que la transformée.
On fait l'intégrale sur R de x chapeau de f avec exponentielle plus i de pi ft, cette fois-ci. Et on intègre par rapport à f. Donc dans ce cas-là, x et x chapeau est là, cette intégrale existe et cette intégrale donne x de t en tout point t où x est continu. Le deuxième cas, c'est le cas quand le x est un peu moins régulier. Donc là, on suppose que x est dérivable par morceau, c'est-à-dire il existe un nombre fini de réels A1 à P, et on suppose que x est continuellement dérivable sur entre c'est infini et A1, entre A1 et A2, jusqu'à AP infini. Donc il y a des points A1, A2 jusqu'à AP où il peut se passer des choses, où la fonction peut sauter, mais entre ces points, elle est bien continuellement dérivable. Et donc la dérivée de x est définie presque partout, donc partout sauf à ces points-là, potentiellement. Et on suppose que cette dérivée est dans L1. Et donc, dans ce cas-là, la transformée de Fourier inverse de x chapeau est définie par cette intégrale. Et donc, c'est la limite quand m tend vers l'infini de l'intégrale entre moins m et m de x chapeau avec exponentielle plus i de pi ft, intégré par rapport à f. Là, c'est juste, c'est essentiellement c'est la même chose qu'ici, sauf que techniquement, donc mathématiquement, pour que la limite existe, il faut que l'intervalle soit symétrique. Ici, c'est juste un détail technique, sinon c'est essentiellement la même chose. Et donc, cette transformée de Fourier inverse de x chapeau donne toujours x de t en tout point t où x est continu, et si x n'est pas continu, cette transformée de Fourier inverse de x chapeau donne la moyenne entre la limite à droite et la limite à gauche de x de t. Donc le x de t plus ici, c'est la limite quand t c'est la limite, si vous voulez, quand h tend vers 0 de x de t plus h positif, et x de t moins, c'est la limite quand h tend vers 0 de x de t moins h, toujours avec h positif. Monsieur, Oui? s'il vous plaît, est-ce qu'on peut démontrer la relation de f-1? Je ne vois pas pourquoi si on fait l'intégrale de la transformer, on a la relation d'f-1. C'est-à-dire, vous voulez dire de démontrer cette... C'est pour la première expression, le i. Je vois pas d'où elle sort l'égalité en fait. ici, donc dans la... Oups. Ah, ça c'est une définition.
D'accord, donc il faut juste l'admettre. Ça, c'est une définition, la transformée de Fourier inverse, et là, en fait, le est défini comme ça, et le théorème nous dit que la transformée de Fourier inverse de x chapeau donne x de t en tout point t où x est continu. Donc ça, cette démonstration, elle est relativement compliquée, donc ça, D'accord. on Merci. pourra pas la faire. D'accord, merci. Ok, pas de souci. Donc là, les démonstrations ici sont relativement compliquées. En tout cas, je saurais pas la faire comme ça, sans préparation. Et donc, ici, un petit exemple. Si on a déjà vu l'exponentielle décroissant, l'exponentielle moins 1 valeur absolue de t, qui, en transformée de Fourier, donne 2a sur a carré plus 4pi carré f carré. Donc ça, c'était un signal L1, et la transformée en fonction de f, elle est aussi L1. Donc là, on est dans le premier cas. La transformée inverse de 2a sur a carré plus 4pi carré f carré donne donc, permet de retrouver le exponentiel moins 1 valeur absolue de t. Donc ça, après le cas 1, ici. Après, si on regarde le rectangle il est bien L1 aussi. Et en transformée de Fourier, ça donne un sinus cardinal de pi f. Et ça, c'est une fonction qui n'est pas L1 parce qu'elle n'est pas. Ce sinus pi f sur pi f, c'est pas suffisamment décroissant pour être absolument intégrable. Par contre, le rectangle, c'est bien une fonction qui est dérivable par morceau, donc elle est même constante par morceau, donc la dérivée est 0. Elle est définie partout, sauf à moins 1,5 et plus 1,5. Et donc, d'après le cas 2, la transformée de Fourier inverse est égale au rectangle, sauf éventuellement dans les points où on a une discontinuité. Et avec notre définition du rectangle, on a bien défini le rectangle comme étant égal à 1,5 en t égale moins 1,5 et t égale plus 1,5. Et donc, ce qu'on retrouve en t égale moins 1,5 et t égale plus 1,5, c'est la moyenne entre 1 et 0, donc ça fait 1,5. Et donc, on retrouve bien un rectangle, donc en prenant la transformée de Fourier inverse de sinus cardinal de pi f. D'accord? Et ça, c'est juste pour ça qu'on a. Oui? Est-ce que vous pouvez détailler cet exemple ou pas? Avec le T plus et le T moins. J'ai du mal à voir comment on remplace en fait. Enfin, j'ai du mal à voir ce que correspond le T plus et le T moins, s'il vous plaît. Oui, 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 pas de souci. Attendez.
Attends, je vais prendre une nouvelle page. Et donc la transformée de Fourier inverse de sinus cardinal de pi f en t. Monsieur, on Non, Oui, pas voit votre plus votre tête. écran. oui. On voit Pardon. juste votre caméra. Pardon. Ah, j'ai dû faire une fausse manip. Là vous êtes Là, sur c'est les, bon. vous êtes sur l'écran. Là, c'est bon. Donc là, Parfait, là. la transformée inverse de sinus cardinal, donc ça donne la moyenne entre un rectangle de t plus, la limite à droite du rectangle en t, et rectangle en t moins. Monsieur, Oui, j'ai pas compris les hypothèses pour appliquer cette formule. les hypothèses, c'est que là on était Il y, a- dans... il y a- il y avait écrit un nombre fini de points, mais sin C, il n'est pas sur un nombre infini de points. Pardon, qu'est-ce que vous avez pas compris exactement là? Donc là, grosso modo, ça va être une fonction... ouais, il faut une fonction qui est continuellement dérivable par morceau, par exemple le rectangle. Le rectangle, il est dérivable partout, sauf en moins 1,5 et plus 1,5. D'accord? Et sa dérivée est égale à 0, donc sauf en moins 1,5 et plus 1,5 où elle n'est pas définie. D'accord. Par contre, pour l'intégration, c'est une fonction qui est égale à 0 partout et donc bien intégrable, donc ça donne 0. Pas de souci, donc les hypothèses là sont bien vérifiées
Et donc, on peut bien calculer la transformée inverse de la transformée du rectangle, qui donne donc un rectangle, donc plus précisément la moyenne entre rectangle de t plus et rectangle de t moins. Et maintenant, rectangle de t plus est égal à rectangle de t moins égal à rectangle de t pour tout t de R sauf en moins un demi et plus un demi. Disons t égale plus un demi. Donc là, on a un rectangle, la limite à droite du rectangle est égal à 0 parce que à droite, tous les points qui sont un peu à droite de t égale 1 demi donnent rectangle de t égale à 0. Et rectangle de t moins est égal à 1 parce que tous les points qui sont un peu à gauche de t égale 1, tous les t un peu à gauche, sur la gauche de t égale 1 demi donnent rectangle de t égale à 1. Et donc ça donne pour la transformée Fourier inverse le sinus cardinal de pi f en t égale à 1 demi, ça donne la moyenne entre 0 et 1 qui est égal à 1 demi. En t égale à moins 1 demi, c'est pareil, sauf que là c'est le rectangle de t plus qui va être égal à 1 et le rectangle de t moins qui va être égal à 0. Mais la moyenne, ça reste 1 demi. C'est clair maintenant? Oui, oui, c'est bon, j'ai compris le calcul maintenant. Merci. Ok. De rien. Donc ça c'était la transformée de Fourier inverse. Et donc maintenant on va passer à la version numérique de la transformée de Fourier. Donc ça c'est la transformée de Fourier discrète.
C'est quelle heure du coup? 11 heures, donc on a encore un moment. Donc la transformée de Fourier discrète, cette transformée, elle s'applique à des signaux échantillonnés, donc à temps discret. Donc là, dans la présentation, je suis parti du problème de reconstruire un signal continu qui peut être, au début, on peut supposer que le signal est périodique, 2π périodique même, pour simplifier. Et on souhaite reconstruire ce signal continu à partir d'un échantillon de taille n, où on va supposer que n est pair, donc n égale à 2m, qu'on prend aux instants t0 égale à 0, t1 égale 2π sur n, donc, et qui répartit sur une période jusqu'à tn-1 égale à n-1 fois 2π sur n. Et là, une approche possible consiste à proposer donc une interpolation trigonométrique comme pour approcher le x de t. Interpolation trigonométrique, ça veut dire qu'on cherche des polynômes trigonométriques, donc des expressions de ce type-là. Donc c'est des combinaisons linéaires de cosinus kt et de sinus kt, respectivement des combinaisons linéaires de exponentielle de it, exponentielle 2it jusqu'à exponentielle i fois n-1 t. Et donc ces polynômes trigonométriques, on suppose qu'ils vérifient, donc on veut les déterminer comme vérifiant des conditions d'interpolation. Donc on veut qu'au point tk, cette expression phi de tk est égale à x de tk, donc la valeur de l'échantillon de x en tk, qu'on va appeler xk pour l'instant, et ce pour tous les cas de 0 entre 0 et n-1. Et donc, là, dans les deux expressions de polynômes trigonométriques, ici une version réelle et ici une version complexe, on peut se demander s'il y a un lien, et il y a bien un lien. Donc si on a trouvé un polynôme réel, on peut aussi calculer le polynôme complexe et l'inverse. Donc là, vous n'avez pas besoin de retenir toutes les formules, mais il faut savoir donc qu'on peut changer entre les deux
parce que oui, dans la pratique, c'est souvent le polynôme réel donc qui nous intéresse, alors que pour la théorie, c'est plus facile de travailler avec la version complexe. Et donc avant, on faisait ça en analyse numérique, l'interpolation polynomiale. Maintenant, on n'en fait plus trop, mais là on a essentiellement ce qu'on a ici, on a n conditions, et dans les polynômes on a n constantes, donc paramètres, ici par exemple de C0 à Cn-1 à déterminer. Et ce problème admet une solution unique. En fait, c'est essentiellement le même problème que l'interpolation polynomiale qu'on faisait avant en analyse numérique. Peut-être vous l'avez déjà vu, certains d'entre vous. C'est lié au polynôme de Lagrange, ce genre de choses. En tout cas, ce problème admet une solution unique. Donc, aussi dans cette partie, je fais pas trop de démonstrations. Il s'agit plus de comprendre un peu les principes. Hop, ça c'est le problème d'être à la maison. Non, j'ai aussi des animaux là autour de moi. Et donc là pour les coefficients qui donnent la solution du problème d'interpolation avec polynôme trigonométrique, on peut trouver des expressions. Par exemple le CK dans la version complexe. Et ça, on fera ça à la démonstration en TD de maths. Le CK donc pour la version complexe est défini par cette somme. Donc c'est 1 sur n fois la somme sur L de XL. Je rappelle que XL c'est l'échantillon de X de T en TL. Somme sur L de XL fois exponentielle de moins I KTL. Le TL ça cache un peu le 2pi. Le TL c'était L fois 2pi sur n. Je crois. Donc ça donne donc la somme sur L de XL fois exponentielle moins I KL fois 2pi sur n. Voilà. Et donc comme cette formule rappelle la transformée de Fourier, donc là on a à la place de l'intégrale on a une somme, mais sinon ça ressemble pas mal, on appelle ça la transformée de Fourier discrète. Donc l'application qui associe les CK aux échantillons XK, ça s'appelle la transformée de Fourier discrète. Et l'analogie va encore plus loin. Donc, si on connaît les CK, on peut retrouver les XK avec une formule de transformée de Fourier discrète inverse. Donc c'est cette formule-là, la somme sur L de CL fois exponentielle ILK 2pi sur n, ça donne le XK.
Et là, ce qu'on peut observer, c'est que le coût de calcul pour les coefficients CK, avec une approche naïve, il serait de l'ordre n carré. N est la taille de l'échantillon, donc pour chaque k entre 0 et n-1, on doit calculer un CK. Donc ça fait n sommes à calculer, et dans la somme, j'ai aussi n termes. N fois n, ça fait n carré. Avec une approche naïve. C'est pour ça que dans la pratique, pendant longtemps, on n'a pas trop utilisé cette transformée de Fourier discrète. Mais dans les années 60, donc, il y a 2 chercheurs qui ont publié une méthode avec laquelle on peut calculer cette transformée de Fourier discrète avec un nombre d'opérations de l'ordre n fois logarithme de n. Le logarithme est à la base 2, mais bon, ça c'est pas essentiel. Et depuis, donc, ça c'était une première méthode. Après, la méthode a été raffinée. Et il y a aussi des modifications. Maintenant, on appelle transformée de Fourier rapide ou fast Fourier transform. Toute méthode pour calculer cette transformée de Fourier discrète avec un nombre d'opérations d'ordre n fois log n. L'idée de base donc de cet algorithme, c'est d'utiliser une approche récursive qu'on appelle en anglais divide and conquer. Donc grosso modo, on coupe le problème en deux successivement et au bout d'un certain nombre donc d'étapes, on arrive à des problèmes où on n'a qu'une valeur à calculer, et après on remonte et on remonte les niveaux, et comme ça on peut calculer le résultat au départ. Donc cette approche marche pour différents problèmes. Donc ici, comment ça marche? Donc pour notre problème d'interpolation, on suppose qu'on connaît ce qu'on veut calculer, c'est le psi, donc le polynôme trigonométrique en forme complexe. Et ce problème de calculer le psi, on peut le découper en deux sous-problèmes avec un psi 0 et un psi 1, où le psi 0 interpole les points t0, x0, t2, x2 jusqu'à tn-2, xn-2. Donc les points qu'on veut interpoler aussi avec le psi, sauf qu'ici on prend que les tk avec k pair. Et du coup, donc le psi 1, il va interpoler les points t0, x1, t2, x3 jusqu'à tn-2, xn-2, n-1. Donc
Donc là, on prend les TK avec K pair aussi, mais avec les valeurs XK où K est impair. Donc avec les valeurs des XK décalées par 1 à droite. Et donc si on connaît ces polynômes d'interpolation psi0 et psi1, on peut écrire le psi comme ça, comme une combinaison de psi0 et psi1, comme ça. Donc les détails ici sont pas tellement importants. L'important c'est que comme ça on peut couper le problème en deux. Et si on fait ça successivement, donc là on a deux sous-problèmes de taille réduite par un facteur 2. Après on continue. Donc là vous voyez il y a log2 de n, il va y avoir log2 de n niveaux, et au dernier niveau de récurrence on va avoir des problèmes de taille 1. Et là donc pour remonter, donc ça. Et là pour remonter, on peut observer aussi que il y a juste une multiplication à faire ici et ici. Et donc tout ça, ça permet de réduire le nombre d'opérations à un nombre de l'ordre n fois log 2 de n. Donc ça c'est pour la transformée de Fourier rapide. Donc là vous n'avez pas besoin de comprendre les détails. L'essentiel c'est qu'on peut calculer cette transformée de Fourier discrète avec un algorithme assez efficace et rapide. Et après on peut en profiter. Donc pour l'instant, on a juste parlé de signaux périodiques, de période 2π qu'on veut reconstruire à partir d'un échantillon. Donc si la période est autre que 2π, par exemple p, alors l'astuce c'est d'introduire un signal x tilde de s égale à x de p sur 2π fois s. Et ce signal x tilde, il va être 2π périodique. Donc on peut faire tous les calculs pour x tilde et après on peut retrouver le x en prenant x tilde de oméga t. Où oméga égale à 2π sur p. Donc ça c'est toujours l'astuce. Pour les séries de Fourier, on fera pareil. Donc l'interpolation trigonométrique pour appliquer à x tilde va nous donner des coefficients ck tilde.
ou ce qu'on peut noter dans le calcul de x tilde L, ce qui intervient, c'est les valeurs de x en L fois P sur N. Donc là, le 2pi x tilde L, c'est x en L fois P sur N. Donc le 2pi est remplacé par P, essentiellement. Donc on prend l'échantillon équiréparti de manière équirépartie sur une période P. Et donc ça va nous donner un polynôme trigonométrique d'approximation psi tilde pour le x tilde et pour le polynôme trigonométrique d'approximation pour le x. On va tout simplement remplacer t par oméga t dans le psi tilde. Pardon? Il y a une question? Pourquoi le L? Le L, c'est juste un indice de sommation. Le L, il est là. Oups, pardon. On somme sur L, on prend la somme sur L allant de 0 à n-1. C'est la variable de sommation. D'accord? Merci. Et donc, au final, on a un polynôme trigonométrique qui va interpoler le signal x qui est périodique de période P au point 0 P sur N jusqu'à n-1 fois P sur N. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que certains d'entre vous n'ont jamais vu les séries de Fourier. Donc là, dans la logique mathématique, il faudrait commencer toute cette partie avec les séries de Fourier, mais bon, on est contraint, je ne sais plus pour quelle raison, de commencer par la transformée de Fourier tout de suite. Donc là, ce qui va être utile, c'est quand même un rapport entre la transformée de Fourier discrète et les séries de Fourier. Donc dans les séries de Fourier, je vous rappelle d'être dans l'introduction, un petit rappel. C'était où ça? Ouais, on peut peut développer des fonctions périodiques en série de Fourier comme ça. Comme ici le G, donc une somme sur K d'un coefficient CK fois une exponentielle I 2pi sur P kt. Et donc ici, dans la transformée de Fourier discrète, j'ai appelé les coefficients du polynôme trigonométrique CK aussi, avec un C majuscule. Et ça c'est fait exprès parce que ce coefficient CK avec un C majuscule est une approximation du coefficient CK de la série de Fourier du signal x de t qui est aussi qu'on a supposé périodique de période P. Et cette approximation elle est bonne pour K entre 0 et M, où M était égal à n sur 2. Je vous rappelle, on a supposé que la taille de l'échantillon n était paire.
Donc avec la définition du coefficient de Fourier qu'on a ici, ça fait que le CK est une approximation de cette intégrale-là. Et ça nous donne le rapport avec la transformée de Fourier aussi. Par contre, pour avoir un rapport avec la transformée de Fourier, donc il faut faire une approximation. Si on a un signal x qui n'est pas forcément périodique, on se définit une périodisation y de x, disons de période t, par y de t égale x de t, si t est entre moins t sur 2 et t sur 2, où on prend le t majuscule suffisamment large. Et donc dans ce cas-là, le coefficient Fourier CK de la série de Fourier de cette version y périodisée de x est défini comme ça. Et donc pour un t majuscule assez grand, on peut espérer que t fois ck est une approximation de cette intégrale-là. Et donc une approximation de la transformée de Fourier de x en fk. Le fk est égal à k sur t. Et comme le coefficient de Fourier, le ck, en revanche, est approché par le coefficient ck avec un c majuscule de la transformée de Fourier discrète, on a x chapeau de fk est environ égal à t fois ck, où toujours fk est égal à k sur t. Donc avec cette transformée de Fourier discrète, on peut aussi calculer des approximations pour la transformée de Fourier d'un signal, qui n'est pas forcément périodique. Donc après, il faut passer un peu par toutes les étapes, il faut périodiser, après il faut prendre des échantillons, il faut choisir aussi, faire des choix pour le t majuscule, pour la taille n de l'échantillon. Il y a un certain nombre de choix à faire, mais à la fin on peut calculer une approximation numérique d'une transformée de Fourier. Bon, peut-être pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. On va terminer donc cette partie la prochaine fois. Et on va travailler tout ça, donc l'application de la transformée de Fourier rapide, aussi un peu en TP. Okay. Au revoir. 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 Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Monsieur, Oui. excusez-moi, dans toutes les formules, j'ai pas compris lesquelles étaient superflues et lesquelles vont être utiles, lesquelles on doit noter ou apprendre pour les DS, etc., pour les TD. Attendez.